Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. Nous sommes au 15e épisode du podcast, ça fait beaucoup d'épisodes à ma petite échelle, moi qui enregistre, produit, réalise ce podcast entièrement seul. Je me disais que j'allais pas forcément réussir à tenir aussi longtemps. J'avais lu un article sur internet comme quoi la majorité des podcasts s'arrêtaient au bout de 7 épisodes. On est au-delà du double, donc ça fait plaisir. Et je suis toujours très content d'avoir ces conversations avec des personnes qui ont des histoires absolument passionnantes. Et j'aimerais beaucoup pouvoir continuer à le faire. Et en fait, je réalise que j'arrive bientôt au bout de ma liste d'invités. Quand ce podcast avait démarré, pas mal de gens m'ont écrit aussi au fur et à mesure que les épisodes sortaient. Et là, sur ma liste de prochains invités, il m'en reste 2. Et après, je serai arrivé au bout. Et ça fait un petit moment que j'ai pas reçu de sollicitations. Donc si par hasard, vous qui écoutez ça, avez envie d'intervenir dans le podcast et de raconter votre histoire, sachez que j'ai de la disponibilité et j'ai vraiment toujours très envie de recevoir vos témoignages. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, soit par la page Instagram prête-moi-ta-voix.podcast ou avec l'adresse mail prête-moi-ta-voix.podcast@gmail.com ou en privé si on se connaît. Et on fixera un moment pour faire tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je réponds à tout. Aujourd'hui donc, dans ce 15e épisode, c'est Sonia qui me prête sa voix. Sonia, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, à travers son compte Instagram Le Combat de Sonia, qui fait de la prévention du risque suicidaire et publie pas mal de contenu pédagogique sur la bipolarité, les crises d'angoisse et la crise suicidaire. Et dans le cadre de mon travail, j'ai été amené à repartager des fois certains de ces posts puisque je travaille avec des jeunes et que c'est un contenu de prévention qui est vraiment très intéressant. Vous aurez évidemment le lien de sa page dans la description de l'épisode. Et je lui ai donc proposé de venir parler de son expérience et de ce qui l'a mené à proposer ce contenu sur les réseaux sociaux, puisque en fait ce qui l'a amené à ça, c'est sa propre expérience personnelle avec ces problématiques. Dans cet épisode, elle décrit donc une expérience personnelle remplie de difficultés et d'embûches sur laquelle elle sait aujourd'hui s'appuyer pour aiguiller les autres et offrir du soutien à des personnes dans le besoin. Son témoignage est très fort et traite de sujets très sensibles comme le suicide. Je vous recommande donc d'être très attentif à vous à l'écoute de ce récit, mais surtout de profiter de ce récit d'expérience plutôt unique. Et je vous souhaite donc une très belle écoute. Ça fait à peu près plus de 10 ans que je souffre de problèmes de santé mentale. Ça a commencé vraiment par de l'anxiété massive, des crises d'anxiété, de l'anxiété généralisée, beaucoup de douleurs somatiques, donc beaucoup de courbatures, beaucoup de problèmes de digestion, de problèmes intestinaux, des migraines, des vertiges. Et ça, c'était vraiment lié à l'anxiété, donc vraiment à cause de ma problématique de l'anxiété. J'ai mis tellement de temps à consulter, je dirais que j'ai mis presque 10 ans à consulter, donc j'ai vraiment laissé traîner. Et le problème, quand on souffre d'un trouble d'anxiété, c'est que si on ne le traite pas, ça débouche vers des troubles de l'humeur, donc soit des troubles dépressifs, soit des troubles bipolaires. Donc chez moi, ça a vraiment commencé après par des épisodes de dépression. Quand j'étais plus âgée, par contre, j'ai commencé à faire des dépressions vers l'âge de mes 24-25 ans, je dirais, donc c'est assez récent. Et puis voilà, c'est vraiment parce que j'ai laissé traîner pendant des années que en fait, mon état de santé mentale s'est drastiquement empiré. C'est-à-dire qu'avant, j'avais la capacité de faire des études, j'avais la capacité de faire beaucoup de choses finalement, de sortir, d'avoir une vie sociale. Aujourd'hui, depuis 2-3 ans maintenant, je suis très très limitée. Je ne pourrais pas reprendre des études et ma vie sociale est compliquée parce que j'ai peur de sortir. Je suis très souvent enfermée chez moi, en fait, à cause de ma problématique de l'anxiété. Et même encore aujourd'hui, même si aujourd'hui je suis très active sur les réseaux, je suis quelqu'un d'extrêmement timide, de très réservé. J'ai tendance à l'anxiété sociale, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur des conflits
Les relations sociales me font assez peur. Et c'est très paradoxal parce que je suis sur les réseaux, je suis très à l'aise à parler du sujet, je fais des vidéos. Mais si tu me prends dans ma vie privée, en fait, c'est pas vraiment la même chose. C'est un peu plus Ok. compliqué que ça. Tu penses que c'est des trucs qui sont liés avec le fait que t'aies pris beaucoup de temps à consulter au début de l'émergence des troubles? Oui, parce que ça, c'est très très important. Je le dis toujours à toutes les personnes qui souffrent d'angoisse, de dépression, de n'importe quoi finalement, de consulter dès l'arrivée des premiers symptômes. En fait, tu peux comparer ça à un train finalement. Lorsque tu as un train qui commence à rouler, tu peux l'arrêter plus facilement que s'il est en plein dans sa trajectoire. Ouais. C'est très compliqué d'arrêter vraiment brutalement ou même de l'arrêter step by step un train qui est vraiment en train de rouler. C'est plus compliqué que s'il vient vraiment de partir de la gare. C'est toujours l'exemple que je donne aux gens, ils comprennent mieux du coup quand je leur explique ça. Mais oui, le fait que j'ai pas consulté, ça rend la chose chronique. Et chronique, en général, quand quelqu'un souffre d'une maladie chronique, ça veut dire que c'est parti pour durer. Ouais. En général. Il y a des gens qui s'en sortent, qui arrivent à s'en sortir. C'est pas encore mon cas parce que je consulte depuis pas longtemps en fait. C'est Ok. ça aussi le truc. Mhm. C'est très récent. Tu parlais du coup de l'émergence des premiers symptômes. Pour toi, c'était à quel âge? Disons que j'ai toujours été quelqu'un de très anxieux. Déjà, dans ma tendre enfance, je me plaignais Mhm. tout le temps de nausées, de douleurs un peu partout. Mais bon, ça m'handicapait pas plus que ça, je dirais à partir de mes 17 ans. Là, j'ai vraiment commencé à faire des grosses, grosses crises d'anxiété. Mhm. C'est là que ça a commencé à être handicapant. J'avais peur d'aller à l'école, je séchais les cours parce que j'avais peur. Et ben, j'avais peur d'en parler parce que j'étais très seule à l'époque. C'était tabou la santé mentale, c'était il y a 10 ans en arrière. Mhm. Aujourd'hui, on est en 2023, en 2013, on n'en parlait pas encore sur les réseaux. Ouais. Il n'y avait pas encore toute l'émergence des pages, des contenus, des réseaux sur la santé mentale. Ouais. Donc, mes parents aussi étaient assez fermés à l'époque, le sont plus du tout aujourd'hui. J'étais seule en fait. C'était difficile de gérer ça seule. Ok. Et du coup, ça t'a... Qu'est-ce que ça t'a permis de commencer à consulter? Actuellement, je dirais que c'est très négatif ce que je vais dire, mais je vois pas encore vraiment l'effet Ouais. de ce que j'entreprends. Mais au moins, j'ai eu des diagnostics. Donc, j'ai eu des mots sur mes mots, MAUX. Ouais. Et ça, c'est très, très, très important parce que moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi je suis comme ça et comment ça fonctionne en fait d'un point de vue physiologique, psychologique. Je suis quelqu'un de très scientifique, j'ai vraiment besoin de comprendre. Mhm. Et comprendre, pour moi, ça me permet d'avancer mieux. Donc, et voilà, le diagnostic pour moi, il a été très important. Ouais. Ouais, puis en fait, c'est un travail sur le long terme, quoi. Enfin, tu vois pas encore les bénéfices Mm. maintenant, mais tu sais aussi que potentiellement plus tard, il y a quelque chose qui va s'ouvrir ou quelque chose qui va... Ouais, ouais, je l'espère en fait. Ouais, Ouais. ouais, ouais. J'aimerais vraiment voir le bout du tunnel, parce que c'est clair que Mhm. c'est pas. L'anxiété, actuellement, au jour d'aujourd'hui, c'est une problématique qui me touche de plein fouet. Je suis sortie de la dépression, heureusement, parce que la dépression aussi, on va en parler, mais c'est un fléau. Mais l'anxiété, c'est aussi un fléau. Mais c'est Mhm. une souffrance différente, en fait. Et euh, comment tu les lis l'un et l'autre? À quel point ils s'alimentent entre eux, l'anxiété et la dépression chez Alors, toi? d'un point de vue médical, il se lie dans le sens où l'anxiété, à un moment donné, ça épuise, ça fatigue. Et la fatigue, c'est Mhm. un des symptômes de la dépression. Ouais. Quand on est tellement anxieux ou qu'on arrive à un point où on s'inquiète vraiment de tout, qu'on a peur de tout, que sortir de chez nous, c'est vachement compliqué, à un moment donné, c'est déprimant. Et puis, tu vas commencer à être triste. Tu vas commencer à plus être motivé. Parce que à chaque fois que tu fais quelque chose, tu es anxieux. Donc, tu n'auras plus envie de faire des choses. Parce que tu sais que si tu fais quelque chose, tu vas être anxieux. Et donc, la perte de motivation, la perte d'intérêt, la fatigue, ça, c'est des symptômes de la dépression. Et l'un entraîne l'autre. Quelqu'un qui est en dépression, il sera souvent dans la perte de motivation, il aura moins d'élan, moins de vitalité. Et donc, ça peut créer des symptômes d'anxiété. C'est l'un empire l'autre et les deux sont liés très souvent. Ok. Et tu disais que tu étais sorti de la dépression. Est-ce que tu saurais dire quel chemin t'as fait par rapport à ça ou qu'est-ce qui t'a permis ça? Qu'est-ce qui te permet de dire ça maintenant? Alors, moi, j'ai un trouble de l'humeur, donc c'est un trouble bipolaire. Dans les troubles bipolaires, dans les phases du trouble bipolaire, on a la phase de dépression et la phase de manie.
Ouais. Les phases de manie, c'est le contraire de la dépression, mais version plus plus. En gros, tu es très bien, tu es trop bien. Tu es trop accéléré, tu dors plus. Des fois, tu ressens même plus la faim parce que voilà, c'est vraiment un sentiment de toute puissance où tu as l'impression d'avoir la capacité de faire de grandes choses vraiment en l'espace de quelques heures, en fait, des fois. Ouais. C'est vraiment un sentiment de toute puissance. En fait, tu peux comparer ça comme une personne qui est sous drogue, en fait, pendant plusieurs jours. Ouais. Quand tu es vraiment sous l'effet d'une substance. Ça, c'est le côté plus fun, entre guillemets. On peut trouver ça fun, mais en réalité, c'est pas fun parce que ça peut être très dangereux aussi. Tu peux te Mhm. mettre en danger, tu peux être irritable, colérique. Et il y a la partie noire de la bipolarité, que c'est vraiment la dépression. Moi, je suis plus concernée par la dépression. J'ai eu Mhm. des phases de up, de manie, on appelle les phases up, mais elles sont plus rares. C'est un type Ok. de bipolarité différent, parce qu'il y a plusieurs types, et dans mon type à moi, ça va être la dépression. La dépression qui va être là de manière assez fréquente. Chaque année, j'ai à peu près un épisode dépressif, un ou plus. On est passé en août 2022, enfin juillet-août 2022, même juin, juillet, août, enfin ça a duré plusieurs mois. Là, j'ai fait une très très grosse dépression. Et depuis, je dirais depuis octobre, je me suis relevée, mais vraiment difficilement. Ça a commencé progressivement, hein, la reconstruction. Je dirais que depuis février, je me sens vraiment mieux dans ma dépression. C'est-à-dire que je commence vraiment à prendre soin de moi. Mhm. Ça, avant, c'est quelque chose de très compliqué. C'est vraiment, ça paraît simple, hein, mais typiquement, prendre une douche pour une personne en dépression, c'est affreux. C'est Ouais. dur. C'est dur parce que c'est agréable une douche pour une personne qui va bien, mais pour une personne déprimée, quand vraiment tu as envie de rien, chaque effort que tu fais, ça va te demander de l'énergie. Ouais. Beaucoup d'énergie. Maintenant, j'ai cette énergie, je prends nouveau soin de moi, je recommence à me maquiller, parce qu'avant, je me laissais aller complet. Ouais. Mais je restais quand même propre, hein, d'un point de vue de l'hygiène, hein, ça je le Ok. précise, hein. Il y a des dépressifs qui, malheureusement, c'est pas leur faute, ils ont pas ce côté hygiène, c'est très très négligé, ils seront très négligés. Ouais. Ce n'est pas mon cas, j'arrive quand même à faire des choses. Mais je me force vraiment. Mais c'est vraiment des fois D'accord. de la torture même. Ok. Ouais. Et, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais que tu as pu mobiliser du coup pour aller mieux? Enfin, c'est quoi les outils que tu as utilisés ou les ressources que tu as mobilisées pour ça? Ou maintenant pour maintenir un état plus positif? Alors déjà, j'ai un traitement, et ça c'est très important de le préciser. C'est vrai qu'on diabolise énormément les médicaments. Je suis la première personne à être anti-médoc. Le Hmm. moins de médoc que je peux prendre, ça m'arrange. Mais dans mon cas, ça m'a quand même aidé. Ça m'a quand même aidé à stabiliser un peu plus mon humeur. C'est-à-dire qu'une personne bipolaire sans traitement, elle va vraiment fluctuer dans les deux extrêmes et ça sera des fois des phases rapprochées. Avec le traitement, qui s'appelle un thymorégulateur, donc régulateur d'humeur, tu auras toujours des phases, mais déjà elles sont moins rapprochées dans le temps et, et le traitement est censé faire en sorte qu'elles sont moins intenses. Alors des fois c'est possible qu'elles soient très intenses, mais le but du traitement, ça va vraiment être d'espacer au plus les phases. Et moi, c'est vrai que j'ai ça. Depuis que je suis sous traitement, mes phases sont quand même très espacées, c'est-à-dire que je fais peut-être 1 à 2 crises par an. Mhm. Avant, sans traitement, j'en faisais tout le temps, chaque 2 mois. Ouais. Donc il y a quand même une très grande différence. Ok. J'ai toujours l'intensité dans les phases de dépression, c'est très embêtant, mais au moins j'en fais pas tout le temps. J'en fais 1 fois par année. Et Ok. encore, en 1 fois par année, je peux limiter la casse parce que bah, si ça m'arrive, je vais voir le psychiatre, on a juste le traitement, on en donne un traitement supplémentaire pour calmer la crise ou on envisage une hospitalisation pour mettre à l'abri, Hmm. ce qui a été mon cas. Ok. Donc c'est pas un antidépresseur, hein. C'est quelque chose de différent de ça. Le traitement pour la bipolarité est différent que le traitement pour un dépressif Ouais. standard. Ouais. Il faut un thymorégulateur qui va réguler les deux phases. Donc la dépression et les phases hautes aussi. Ça va jouer le rôle de stabilisateur. Ok. Ouais. C'est un peu on peut appeler ça un peu un régulateur d'émotion aussi. Ouais. Parce que finalement, être haut, bas, c'est finalement une dysrégulation émotionnelle, on peut appeler ça. Ouais. Comme ça, même si c'est un Mhm. dysfonctionnement chimique dans le cerveau, c'est un problème émotionnel aussi. C'est tout lié à l'émotionnel. Mais on peut donner quand même un antidépresseur à un Ok. bipolaire, mais uniquement avec un stabilisateur d'humeur. Parce que si on donne qu'un antidépresseur à une personne bipolaire, elle peut monter en flèche, en Ok. phase de manie. Ah ouais. Et du coup, tu te sens. C'est quoi, tu dirais, l'impact du coup de ce traitement sur
comment tu te sens maintenant quotidiennement? Alors je dirais, comme dit, que ça a espacé beaucoup les phases et je Ouais, n'ai plus du tout, très très peu de phases de manie. J'en ouais, ai plus du tout, donc ça les a complètement calmées. Du coup, je suis un petit peu moins fofolle. ok, J'ai un peu moins d'émotions positives. Malheureusement, le traitement, il ok, m'a enlevé un peu les émotions positives. Mais je suis pas plus stable dans la dépression. Je dirais qu'au niveau de la dépression, j'ai quand même toujours des phases de dépression. En ce moment, ça va mieux, comme dit, depuis octobre. Je dirais que je suis sortie de ça, mais ouais, je suis pas à l'abri que ça revienne. ouais, bien sûr. T'as parlé d'une hospitalisation. Est-ce que tu serais d'accord de développer un peu là-dessus, enfin de raconter un peu comment ça s'est passé? Oui, alors moi, j'ai été dans ma vie hospitalisée depuis mon parcours, enfin depuis mon diagnostic, 3 fois. La première fois, c'était en juillet 2020, donc pendant le Covid, pile pendant le Covid. J'ai très mal vécu le Covid. Ça a été très très dur. J'ai eu les cours en ligne. J'aimais pas du tout ça. Parce que j'étais enfermée chez moi et puis je voyais personne. Ça renforçait un peu plus mon anxiété aussi. Ouais, Je me confrontais pas à mes peurs et du coup, quand le confinement, quand il y a eu le déconfinement, pour moi, ça a été horrible. C'était au mois de mai, je crois, 2020. 2020. le premier du coup, Ouais, ouais. ça a été horrible parce que je ressortais de chez moi et là, j'étais plus dans ma zone de confort. Et Ouais, là, c'est là que je commençais à avoir de grosses angoisses et que je commençais à faire de la dépression. Donc, j'ai été hospitalisée parce que bah, j'étais un danger un peu pour moi-même. J'avais pas des pensées suicidaires, c'était pas des pensées suicidaires, mais c'était plus une envie de me faire du mal. Envie de me faire du mal, de me couper ou ok. de me mutiler. Et Mhm. pour ça, j'ai été hospitalisée, mais en toute honnêteté, l'hôpital ne m'a pas aidée. L'hospitalisation ne m'a pas aidée. Parce qu'on n'est pas assez encadré, je trouve. Ils nous laissent pas mal à l'abandon. Et puis, ils accordent beaucoup d'importance finalement à des choses sans importance, Par exemple? au diagnostic. Ouais, Pour eux, c'est très important d'avoir un diagnostic. Et quand tu lis les rapports d'hospitalisation, tu ressors avec une liste de diagnostics énorme, alors que finalement, tu n'as même pas la moitié de ce qui est noté, en ok. fait. Alors, ils le font pour des raisons procédurales, c'est pour les assurances notamment. Ouais, ouais, Les bien sûr. assurances, ils demandent Hmm. à une confirmation de un ou plusieurs diagnostics pour que l'assurance puisse payer. Ça, je comprends. Mais finalement, je trouve qu'ils accordent beaucoup d'importance à ça. Et c'est des entretiens de 15 minutes. Donc, tu peux t'imaginer qu'en 15 Ok, minutes, ouais. tu ne peux pas diagnostiquer un trouble dépressif, un trouble Non. bipolaire, un trouble anxieux. Enfin, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Et ouais, finalement, j'ai pas été très encadrée à l'hôpital. Les activités, c'est chouette par contre. Ça me permet vraiment de tisser des liens avec d'autres personnes. Parce Mhm. que comme dit, quand t'es anxieux, t'as assez peur des autres et t'as tendance à te renfermer sur toi-même. Ouais, Ça, c'est chouette. Les activités, c'est chouette. Les activités, c'est par exemple la musicothérapie, la relaxation. On a même eu des cours de cuisine. ok. Franchement, ça, c'était vraiment chouette. Franchement, j'ai Ouais. j'ai vraiment aimé. Je suis très, très nulle en cuisine. Mais j'ai vraiment aimé. Euh, et ouais, voilà, ça c'était la première. Ensuite, j'étais hospitalisée en juillet 2022 cette fois. Pareil, épisode dépressif, idée suicidaire, mais non scénarisée. Donc je savais que j'allais pas passer à l'acte, mais j'étais quand même un danger pour moi-même. Et mes proches Ouais, avaient très ok. peur. C'est surtout mes proches en fait qui avaient très peur. Mais j'ai demandé moi-même d'être hospitalisée. Donc Hmm. c'était une hospitalisation en mode volontaire. D'accord. Je perdais aussi beaucoup de poids et j'avais besoin de me remettre un peu sur une ligne. Parce que tu sais, à l'hôpital, on a vraiment un cadre. C'est-à-dire Mhm. qu'il y a des heures de repas et tu dois les respecter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tandis que quand moi je suis en dépression et que je reste chez moi, déjà que je déteste cuisiner, j'ai pas l'énergie pour le faire, je ne mange pas. ouais, Je vais sauter des repas ou je vais m'alimenter mal, tu vois, genre des chips, tu vois. ouais, bien sûr. C'est pas. Voilà. Mhm. À l'hôpital, il y avait cette structure de repas et ça m'a un peu permis de reprendre du poids. Donc j'ai repris 4 kilos, je pense, à l'hôpital, Ok. ce qui est pas mal, mais j'ai tout reperdu. J'ai tout reperdu au mois d'août parce qu'en fait, je suis sortie trop tôt de l'hôpital. Mhm. Je suis sortie au bout de 2 semaines, alors qu'une hospitalisation de 2 semaines, c'est pas vraiment suffisant pour une personne vraiment en pleine crise dépressive. D'accord. J'ai été hospitalisée ensuite une deuxième fois, 3 semaines plus tard. Donc là, c'était vraiment la descente. Là, ça allait pas. Ok. J'étais hospitalisée sous contrainte médicale parce que j'étais dangereuse pour moi-même. Je Hmm. me mettais en danger. Donc, mais cette hospitalisation, ça m'a aidée parce que je me suis dit à ce moment-là, tu remets plus jamais les pieds dans un hôpital. Ok. Non, mais vraiment parce que Ouais. la deuxième, autant la première que j'ai eue
en juillet 2020, ok, c'était difficile, mais ça allait encore. Celle de juillet 2022, à part les médecins avec qui je me suis pas entendue du tout, je me suis même fritée avec eux. Voilà, parce que je suis très très franche, hein. Quand j'aime pas Ouais. quelque chose, je le dis, et peu importe si c'est un médecin ou pas, le grade, je m'en fous, hein. Très honnêtement, si je suis pas contente, je le dis. Euh, j'ai quand même repris du poids, donc ça s'est bien passé. Ouais. Je me remettais sur une ligne, je dormais mieux aussi. Et autant la troisième, j'étais vraiment dans une unité vraiment avec des cas les pires en fait, dans la pire unité de mon hôpital. Ouais. Il y avait des personnes très sympas, hein, que j'ai rencontrées, mais des personnes violentes aussi. Ouais. Et il y avait même des personnes avec un profil d'antécédents d'abus sexuels. Ok. Ça m'a fait très peur. Ouais. Parce que Ouais, j'imagine. voilà, ça fait peur. Les douches en plus, c'est mixte. Ok. Donc pas les toilettes aussi d'ailleurs. Parce que je suis pas sûre, mais je crois. Et donc non, ça m'a fait vraiment peur. Il y avait vraiment des cas particuliers. Je me suis dit, mais je suis ici parce que je suis un cas particulier peut-être aussi. Ouais. Parce que d'un côté, si j'ai été mise là, c'est parce que j'étais un danger pour moi-même Mhm. et que donc j'avais besoin d'être là. J'étais à ma place. Ouais. Et là, je me suis dit non. Non, tu peux plus jamais descendre autant bas. C'est pas Ouais. possible. Tu te sentais pas en sécurité du coup. Je me sentais déjà pas en sécurité et surtout, je me suis mise une claque en fait. Parce que Ouais. je me suis dit, attends, si t'es là, c'est parce que t'es dangereuse. Pas pour les autres. Pour toi-même. Mais être Ouais. dangereux pour toi-même, c'est déjà grave. Oui. Donc je me suis dit, je veux plus en arriver là. Ça, Ok. c'est. Je veux demander de l'aide en fait. Apprendre à demander de l'aide quand ça va Mhm. pas. Pour éviter d'arriver à une hospitalisation sous contrainte. C'est Ouais. pas du tout agréable, une hospitalisation sous contrainte. C'est très limité. J'imagine. Est-ce que t'as dû être amené physiquement vraiment J'ai été amenée physiquement. Ouais. Donc on m'a amenée avec l'ambulance. Ouais. J'ai été brancardée. Mhm. Et ils m'ont déposée, donc avec le brancard, hein, j'ai même pas le droit de me lever pour marcher. Ils m'ont posée devant la porte. Ok. Donc, j'étais accompagnée de 2 ambulanciers et je crois un policier. Et je suis pas sûre, mais je crois qu'il y avait un policier avec aussi. Ok. Donc ouais, c'était pas évident comme situation, j'avais pas mes affaires. Ma famille est venue me la ramener, enfin pas ma famille, mon copain et ma famille, les deux sont venus me les ramener. Ok. Mais si ils étaient pas venus me les ramener, ben j'avais pas d'affaires. Ouais. Parce que quand t'es hospitalisé sous contrainte, t'as pas le droit d'aller chercher tes affaires. Ouais. Ce qui est différent de l'hospitalisation en mode volontaire, parce qu'en mode volontaire, on te donne une date et une heure d'hospitalisation. Ils te disent par exemple, tu viens demain à 10h, t'as le temps de faire ta valise. Ouais, bien sûr. T'as le temps même d'aller voir tes proches. Mhm. L'hospitalisation sous contrainte, c'est C'est brutal. maintenant, ouais. Et puis si t'as pas tes affaires, ben on t'en donne. Et c'est pas genre des beaux habits, c'est genre la blouse blanche. Bien sûr. Donc Et comment ils sont venus te chercher du coup? Il y a quelqu'un qui les a appelés, j'imagine. bah oui, enfin c'est un contexte un peu plus compliqué et un sujet un peu plus délicat, donc je mets des trigger warnings s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui sont très sensibles par le sujet du suicide. Mhm. Peut-être pas écouter cette partie, mais j'étais vraiment arrivée à un stade où je voyais plus de solution à mes problèmes. Je voyais Ouais. vraiment plus de solution. J'allais mal, j'arrivais pas à appeler à l'aide, j'étais déconnectée de la réalité, je mangeais plus. Je me voyais plus de la même manière dans un miroir. Enfin bref, j'allais vraiment pas bien. Et j'en avais marre. Et j'envisageais en fait la mort comme la seule solution à mes Ok. problèmes. J'en pouvais plus. J'ai fait une lettre d'adieu que j'ai élaborée sur plusieurs jours, au cas où je mettrais fin à mes jours. Parce que dans ma tête, Mhm. je voulais mourir. Enfin, je voulais pas mourir, du coup, je voulais arrêter de souffrir. Je voulais me donner la mort. Parce Ouais. que je voyais pas d'autre solution. Mais je savais pas quand. Et pour moi, il fallait qu'il y ait mes proches qui aient une explication à ça. Mhm. Donc je voulais une lettre, je voulais écrire une lettre. Je l'ai écrit sur plusieurs jours et je me suis dit, au cas où tu passes à l'acte, au moins il y a une trace de toi. Ouais. Et finalement ça s'est passé, je suis quand même passée à l'acte et puis j'ai laissé ma lettre forcément. Et c'est mon copain en fait qui m'a retrouvée le jour même, du coup. Et j'ai été bon, moi je me souviens plus parce que j'étais inconsciente, mais j'ai été transportée à l'hôpital cantonal d'ailleurs, pour avoir des soins sur place. Ouais. Suite à ça, le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai eu un entretien avec un psychiatre qui, lui, m'a hospitalisée sous contrainte. Donc ça s'est passé comme ça, on va Ok. dire. Ouais. Donc j'ai pas vraiment D'accord. eu le choix. En même temps, qu'est-ce que tu veux donner le choix à une personne Ouais, qui a voulu quelque mettre part, fin t'en à ce avais jour, besoin aussi. tu vois? Ouais, bien sûr. Tu peux pas dire « Ah, mais c'est bon, je vais bien. J'ai compris, je le referai plus. » Non, Ouais. ça Il se y a peu de passe. choses qu'on te croit, ouais, Ça se effectivement. passe pas comme ça dans le monde médical. Ouais.
Et donc, tu disais, ça t'a mis une claque, ce séjour à l'hôpital. Tu t'es dit, je veux plus jamais retourner là-dedans. Mm. Qu'est-ce que tu as mis en place du coup dans ta vie depuis que tu es sorti de cette hospitalisation-là pour plus jamais y retourner en fait? Non, déjà un suivi médical plus intensif, Ouais. de 2 fois par semaine, parce qu'avant je voyais mes psys un peu quand je voulais, Ouais. et donc ça veut dire pas souvent. Mhm. Mais oui, bon, ça m'a aidé, mais je dirais que c'est pas ça qui m'a vraiment aidé. Ce qui m'a le plus aidé, c'est hyper paradoxal, mais ma page Instagram Mhm. et mes proches. Mes proches ont été d'un soutien, mais monumental. Mes parents, Ouais. mon copain aussi, les deux. Mhm. Parce que suite à cette tentative, j'ai été vivre chez mes parents pendant plusieurs mois. Parce que je voulais pas me retrouver dans le lieu dans lequel j'avais tenté de mettre fin à mes jours. Ouais. Voilà, ça donnait un côté malsain. Ils ont vraiment été très présents pour moi, hein, mes parents. Ma petite sœur aussi, qui elle a eu beaucoup, beaucoup de peine avec cet événement. Mais ouais, ils ont été très, très présents. Et ça m'a aidé à me relever. Je me suis Mhm. dit, waouh, ils tiennent à toi, ta famille. Mon copain aussi, pour lui, ça a été très dur. Celui qui m'a retrouvée en plus. Donc lui, il a le trauma, hein. Ouais. Et donc, il m'a aussi beaucoup soutenue. En fait, je pense que si je suis en vie encore aujourd'hui, parce que peut-être que suite à ça, j'aurais pu le refaire. Et Mhm. cette fois-ci, que ça soit abouti, c'est grâce à ma famille, en fait. Ouais. Ma famille, mon copain. Sans eux, je sais pas si j'aurais tenu. Parce que Mhm. quand on fait une tentative de suicide, on a cette culpabilité énorme, déjà, de ne pas avoir réussi, que ça ne soit pas abouti. Ouais. Je parle jamais de suicide réussi, parce Mhm. que pour moi, c'est pas une réussite, c'est pas un échec. C'est simplement un acte qui aboutit ou non abouti. Ouais. Et quand on fait de la prévention, on respecte cette règle de ne pas donner cette notion de performance finalement. Parce que la réussite ou un échec, c'est une notion de performance Oui. qui ne doit pas avoir sa place dans le lieu du suicide. Donc Mhm. peut-être que ça aurait abouti Mhm. si je n'avais pas le soutien de ma famille. Parce que suite à ma tentative, j'avais clairement envie de le refaire. C'est Ouais. normal finalement. Quand tu vas pas bien, il y a des gens qui arrivent à avoir ce déclic et ouais, je l'ai fait, j'ai survécu, je le referai plus, j'ai un déclic. C'est pas mon cas. Le Mhm. déclic, il est venu plus tard et je pense que c'est ma famille qui a contribué. Et aussi ma page Instagram. Ouais. Parce que c'est là que j'ai vraiment commencé à grandir sur les réseaux. J'ai pris, c'est triste un peu à dire, mais j'ai pris beaucoup d'abonnés suite à ça. Ouais. Bah, c'est des circonstances, hein, il n'y a pas de raison pour laquelle j'ai pris des abonnés à ce moment-là. Mais voilà, oui, parce que j'ai commencé à m'investir pour la prévention. Et du coup, c'est une page Instagram que tu avais déjà avant cet événement? J'étais moins active. Ouais. J'étais moins active et mes posts étaient un peu moins... Ils étaient travaillés, mais moins... C'est-à-dire que je balançais aussi du contenu sur ma vie privée, Ouais. sur ma passion pour le sport. Ok. Alors que, bon, c'est vrai, c'est bien aussi de parler de ma passion pour le sport, mais c'est pas le sujet central. Alors j'ai vraiment converti en page santé mentale et j'ai un autre compte privé dans lequel je parle de ma vie privée, de ma passion Ok. pour le sport. Donc voilà, je veux séparer les deux. Ouais. Et voilà, depuis octobre, je suis très très investie pour la cause du suicide. Ok. Je suis bénévole à l'association Stop Suicide. Mhm. J'ai fait des formations. Donc j'ai fait les formations de bénévoles. Mais j'ai aussi fait la formation de bénévole formateur pour être formateur à l'association des nouveaux bénévoles. Ouais, ok. Donc je suis assez pluridisciplinaire dans le sujet, je le maîtrise Mhm. bien, je me renseigne beaucoup aussi. Je vais suivre bientôt aussi un cours privé sur la crise suicidaire. Ok. Ça s'appelle Premier secours en santé mentale, Ouais. quelque chose comme ça. C'est payant, mais c'est sur 2 jours, une journée je crois, ou c'est sur quelques... Je crois que c'est sur une semaine et c'est sur des modules le soir, D'accord. cours le soir. Mais enfin voilà, je vais vraiment suivre ça pour pour vraiment avoir des compétences très élargies sur le sujet du suicide et faire vraiment au max la prévention. Ouais. C'est vraiment ce que je fais sur les réseaux. Je parle de mes angoisses, ma dépression, mais je parle beaucoup du suicide. Mhm. C'est vraiment très sensible comme sujet, Ouais. mais ça m'a vraiment, pour moi, ça a été salvateur. C'est vrai que les gens aujourd'hui, ils ont tendance à me critiquer parce que, soi-disant, je suis pas légitime d'en parler. Parce que moi-même, j'ai été confrontée. Mais pourquoi tu parles de la demande d'aide alors que toi-même, t'es pas capable de demander de l'aide? Mhm. Oui, mais je n'ai pas été capable de demander de l'aide. Parce que maintenant, j'ai mis des actions en place déjà pour apprendre à demander de l'aide. Et le fait de savoir qu'il y a énormément de ressources à ma disposition, de les communiquer sur les réseaux, pour moi, c'est un tremplin. Mhm. C'est un tremplin vers la demande d'aide. Aujourd'hui, je demande de l'aide. Quand ça va pas, je le dis. Avant, je le disais pas. Je le gardais pour moi, j'étais seule.
depuis que je fais de la prévention, que j'aide des jeunes, finalement, c'est beaucoup des jeunes qui viennent sur ma page, mais aussi au stand de prévention, je me dois, moi, de montrer l'exemple et d'appeler à l'aide quand ça va pas. Ouais. Pour moi, c'est un tremplin. Pour moi, ça a été salvateur. Je dirais que c'est ça qui m'a sauvée, je dirais. Est-ce que quelque part, tu as l'impression que du coup, comme tu fais cette activité-là, toi, tu te dois aussi d'être un bon exemple, entre guillemets, C'est surtout ça. et de faire les choses que tu prônes vers Ça, l'extérieur? c'est très important. C'est surtout ça, ouais. Mm. Ouais, parce que tu peux pas faire de la prévention sur le sujet du suicide et toi-même passer à l'acte. Tu donnes quelle image à tes abonnés? Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'image que je veux montrer. Alors, j'ai des moments down, j'ai des moments où ça va pas. Hier, c'en était un. J'étais très très mal hier. J'ai pas très bien dormi cette nuit. Ok. Et hier, j'ai laissé la journée. Je me suis dit, bon, écoute, ça va pas. Si demain ça va pas mieux, tu demandes de l'aide. Ouais. Soit t'appelles ta psy, soit tu vas aux urgences si vraiment ça va pas. Ou alors tu appelles un numéro d'urgence. Parce qu'il y a des numéros qu'on peut appeler si Mhm. jamais, comme le 147 pour les jeunes par exemple. Ouais. Heureusement, ça va mieux. Ouais. Mais je vais quand même demander de l'aide. Mais Voilà. c'est assez incroyable parce qu'en fait, j'ai l'impression que avec tout le contenu que tu fais, tout ce que tu... Enfin, en fait, ça te rappelle constamment ce que tu dois faire si tu as un problème aussi. Ouais, tout le temps. C'est avec moi tout le temps. J'ai Ouais. fait une fiche, je l'ai pas ici, c'est dommage. J'ai fait une fiche qui s'appelle ma fiche de prévention. Ouais. Sur cette fiche, j'ai noté mes signaux d'alerte. Donc, quels sont les signaux d'alerte? Je m'inquiétais quand, à quel moment, par rapport à quels symptômes? Mhm. Par exemple, j'ai beaucoup d'angoisse, je veux rester seule. C'est bizarre. Ok. C'est bizarre. J'ai plus envie de faire du sport. Encore plus bizarre. Tu vois le truc? Plusieurs Ouais. signaux d'alerte que j'identifie a posteriori. C'est-à-dire Mhm. que je reprends mes symptômes dépressifs que j'ai eus au mois de juillet-août dernier. Je les note pour que je puisse être attentive le jour où je retrouve ces signaux. Ça, c'est très important. Et aussi, je note les choses qui me font du bien sur ce plan. Donc, faire du sport, voir des gens, ça me fait du bien. Même si j'ai Mhm. peur, parce que, voilà, comme dit, j'ai une problématique avec l'anxiété, ça me fait du bien de voir du monde. Parce que je suis Ouais. pas toute seule, finalement. Être seule, c'est très difficile quand tu souffres de dépression. T'es enfermé dans tes pensées. Mhm. Et voilà, qu'est-ce qui me fait du bien? Aller voir ma famille. Ma famille, c'est des facteurs protecteurs. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois ma famille comme, ouais, je me dis clairement dans ma tête, mais je pourrais jamais passer à l'acte en fait. Enfin, je pourrais Mhm. ne plus jamais le refaire. Parce que ma famille, parce que je les aime et ils m'aiment aussi. Ouais. Et ils ont souffert, mais tellement souffert. Mhm. Tu sais, je pense que la douleur finalement que j'ai ressentie durant ma phase de dépression, ça n'a rien à voir avec la douleur que j'ai ressentie quand j'ai vu la douleur de mes proches quand ils Ouais. ont appris que j'ai Mhm. tenté de me suicider. Quand j'ai vu mon copain dans un état de détresse, il ne montre jamais ses émotions. Il ne montre jamais ses émotions. C'est la première fois que je l'ai vu comme ça. Ok. C'est la dernière image consciente que j'ai vue, c'est vraiment sa détresse. Mais une détresse, comme j'ai jamais vu chez quelqu'un. Mhm. Mes parents, ma petite sœur, qui est très sensible aussi. Ça a été très dur pour eux. Ouais. Et ça m'a fait mal. Et aujourd'hui, c'est mes facteurs protecteurs. Je pense sans arrêt à eux quand ça va pas. Je me dis, ok, ça va pas. J'ai des fois des pensées noires. C'est normal. Ouais. J'ai une problématique complexe, je souffre. Mhm. Mais je pense à ma famille. Ta famille, ils sont là pour toi, ils t'aiment. Bats-toi pour eux. C'est intéressant cette notion de facteur protecteur. C'est très important. C'est d'aller chercher en fait ce qui te permet de te réancrer aussi dans la réalité et dans C'est ça. dans ce qu'il y a Ouais. autour de toi, les gens qui t'aiment ou les choses que tu as accomplies. Parce qu'en fait, les relations que tu as, c'est aussi des choses que tu as construites. C'est des réussites de ta vie. En fait, chaque chose est une réussite. Une Mhm. relation est une réussite. Tout est... En fait, quand tu es dans la crise suicidaire, ça, c'est un gros problème des personnes dans la crise suicidaire, c'est que tu as l'impression, et c'est même pas l'impression, c'est que tu as la certitude que tu ne sers à rien. Mhm. C'est vraiment, j'utilise des mots très durs parce que c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Que tu n'es qu'une pauvre merde, que ta vie c'est de la merde, que tu as échoué, que tu es un échec, que ta vie est un échec. Ouais. Tu te dévalorises. Alors que je ne suis pas un échec. J'ai Mhm. construit beaucoup de choses, j'ai fait des études, je les ai réussies brillamment en plus. Mhm. Je travaille dans une compagnie d'assurance, je suis très appréciée par mes collègues. J'ai réussi des choses. Mais quand tu vas pas bien, tu vois pas.
Ouais. En fait, c'est finalement la crise suicidaire, c'est comme si tu avances, mais t'as un voile. Ouais. Tu vois plus rien, en fait. Tu vois juste le noir. Mhm. Et le noir, c'est tellement noir Mhm. que tu arrives même pas à voir un petit peu de lumière. Un tout petit peu. Ok. Et les facteurs protecteurs, c'est hyper important a posteriori de les identifier. Et souvent, on les identifie après la crise. Parce que quand tu es dans la crise, c'est le petit bout de lumière que tu vois, en fait, enfin, que tu peux Mhm. voir. C'est vraiment, Ouais. ta famille. Pense à ta famille. Ouais. Ce serait dur pour eux. Tu veux pas leur faire souffrir. J'ai aussi ce côté performant de ne pas vouloir décevoir. Et Mhm. moi, je me dis, un passage à l'acte maintenant abouti, je sais qu'ils seront déçus. Mhm. Et moi, je veux que ma famille, que mes proches soient fiers de moi. Mhm. Et je dois me battre pour ça. Pour moi. D'abord pour moi. Parce Ouais. qu'avant tout, c'est moi. Mais aussi pour eux. Mhm. Pour mes proches. Mais je sais qu'il y a pas beaucoup... Enfin, qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette chance d'avoir une famille. Ouais. Et c'est horrible. Ça doit être Mhm. très dur. J'espère qu'ils ont des amis sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Mhm. Même si c'est une personne. En fait, on a tellement de valeur. Quand on va pas bien, on se rend pas compte, mais on a tellement de valeur. Et c'est quand on les perd, les gens, enfin, c'est quand ils nous perdent, Ouais. qu'en fait, ils se rendent, enfin, comment dire, non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est quand on a failli les perdre, Mhm. qu'on se rend compte vraiment de la valeur qu'on a. Ouais. Et ça, c'est très puissant comme message. Mhm. Très puissant parce qu'au final, ils nous aiment plus que tout. Mhm. Et voir quelqu'un souffrir par notre faute, indirectement, c'est pas notre faute. On n'y peut rien. Mais on a quand même ce sentiment de culpabilité. Et le Ouais. sentiment de culpabilité, il est vraiment horrible. Ouais. Ouais, c'est une des pires émotions. C'est affreux. Ouais. C'est affreux, t'as l'impression de... Ouais. C'est très très dur. Et c'est ce sentiment de culpabilité d'ailleurs qui favorise le passage à l'acte suicidaire des personnes en détresse. On culpabilise d'être en vie. On culpabilise parce que on fait souffrir nos proches. Ok. C'est un cercle. La crise suicidaire, c'est très compliqué. Ouais. Il faut casser vraiment Mhm. avant que ça dégénère. Du coup, ça parle beaucoup de l'importance des liens, en fait, enfin, des personnes sur lesquelles tu peux t'appuyer dans ta vie. Et j'ai l'impression, en t'entendant, du coup, que là où ça doit être vraiment, vraiment très difficile, c'est pour les gens qui sont vraiment isolés, en fait. Ouais. Et moi, j'ai une très très forte pensée pour ces personnes. Ouais. Parce que moi, c'est pas mon cas, j'ai beaucoup de chance. Mais c'est clair que si j'avais pas de famille, pas d'amis, Mhm. je sais pas si j'aurais tenu le coup. Ouais, ou des personnes pas C'est soutenantes, quoi. très Tu très peux avoir une difficile. famille qui est là, mais qui te soutient Ouais, pas, en c'est fait. très dur. Ça Ça, existe c'est... aussi. Pour moi, c'est quelque chose de très important d'identifier des facteurs protecteurs. C'est ce qu'on fait avec les patients en général, soit en post-tentative ou avant. Donc, dès que la crise, elle est pas trop ancrée. Moi, je l'ai fait seule, du coup. Je ressentais pas le besoin de le faire avec un professionnel, mais ouais, les facteurs protecteurs. Après, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas de famille ou qui n'ont pas d'amis, mais ça leur dérange pas d'être comme ça. Ils vont peut-être se raccrocher à une passion, Mhm. à quelque chose finalement, un voyage qu'ils ont prévu. Enfin, ça peut être beaucoup de choses finalement. Moi, mon facteur protecteur, c'est mes proches, mais ça peut être aussi des passions, autre Ouais. chose, des goûts musicaux, j'en sais rien. Mais Mhm. vraiment, ça peut être quelque chose de très simple finalement. Mais je pense que pour ça, le fait qu'il existe des pages sur Instagram ou d'autres réseaux, enfin, qu'il y ait en fait une action de prévention sur les réseaux, c'est hyper important. Parce qu'il y a peut-être. Enfin, j'imagine qu'en fait, il y a des gens qui sont isolés et qui ont pas ce soutien humain que toi, tu as eu, mais qui vont pouvoir se reposer sur. Bah, j'imagine sur ta page ou d'autres pages du même type, sur la prévention de stop suicide. Ou, Ouais, et c'est clair. ouais, je pense que c'est. Enfin, quelque part, j'ai l'impression qu'avec cette page-là et avec cette activité-là, tu donnes aussi accès à des gens, à des outils que eux auraient pas eu les ressources de pouvoir trouver, quoi. Ouais, c'est clair. Je mets toujours les ressources dans mes publications. Mhm. Toujours, toujours. C'est très important. Et je me tiens disponible aussi pour les personnes qui ont besoin d'en parler. Mais après, je joue pas le rôle du psychologue. Déjà, j'ai pas le Ouais. temps pour ça. En plus, c'est pas ma formation, mais Ouais. je reste un soutien, par exemple, pour les encourager à demander de l'aide. Il y a des gens qui t'écrivent Ouais, directement puis qui te posent des ouais, questions. ouais, tout le temps. Mais Ouais.
Après, très souvent, ils me racontent leur vécu Mhm. avec la crise suicidaire, soit par le biais de eux-mêmes, donc eux qui l'ont vécu, ou par le biais d'un proche. Ouais. Des fois, ils ont juste besoin de parler, certaines personnes. Mhm. Alors, ils parlent, ils débitent, j'écoute, je suis une oreille attentive. Bien sûr, je joue pas le rôle du psy, mais par contre, je communique toujours les ressources. Et si la personne, elle galère à demander de l'aide, je lui propose de le faire, mais pas moi directement, mais par exemple, je lui dis, ok, je comprends que c'est difficile de demander de l'aide, c'est très difficile d'aller aux urgences de soi-même et de demander de l'aide. Je valide toujours Mhm. la peur de la personne, mais par contre, je vais lui dire, est-ce que peut-être tu n'aurais pas un proche à qui tu pourrais en parler, qui pourrait t'aider à demander de l'aide? Puis souvent, la personne, elle va chercher, elle va dire, ouais, peut-être ma sœur. Ouais. Alors, je vais écrire à ma sœur. Et je vais essayer de Tu voir si l'aides elle à faire peut. le chemin, en Je fait. lui aide Ouais. à faire le chemin. Après, Mhm. en général, je vais pas faire moi-même le chemin pour la personne, Mhm. sauf si vraiment il y a un cas exceptionnel. Mhm. Là, oui, je peux. Si une personne, par exemple, je sais qu'elle est dans ma ville Ouais. et puis qu'elle a des idées suicidaires, puis que c'est une amie à moi, peut-être même pas une amie, mais une connaissance, quelqu'un que je connais, Ouais. puis que vraiment elle est dans l'urgence, oui, là, je peux carrément, si je connais personne de sa famille que je peux Mhm. contacter, je vais envoyer les urgences chez la personne. Ça m'est jamais arrivé, hein. Ok. Mais, mais si ça m'arrive, je le ferai. Comment tu fais pour... Parce que du coup, tu dois recevoir beaucoup de choses assez dures et en plus enfin, qui te ramènent à ce que toi t'as vécu. Comment tu fais pour te protéger des effets négatifs que ça pourrait avoir? Ça n'a aucun effet négatif. Ok. Non, en fait, je suis tellement. Pour moi, la prévention que je fais, c'est vraiment une vocation. J'adore faire ça. Je suis Mhm. épanouie, mais comme jamais. Et quand tu es vraiment épanouie, vraiment à 100%, je pense que c'est beaucoup plus facile de mettre cette distance. Ouais. Moi, ça fait jamais référence à mon vécu personnel. Parce que quand quelqu'un vient me raconter, par exemple, sa tentative de suicide, j'entends des histoires affreuses. Mhm. Et même au stand de prévention, des fois, les gens, ils viennent raconter des choses affreuses, mais vraiment très affreuses. Je me mets dans cette bulle, je me dis, ok, t'as vécu la même chose, mais c'est du passé, donc déjà, je Mhm. suis passée à autre chose. Ça, c'est très important de le dire. Si tu fais de la prévention et que t'es pas passé à autre chose, tu vas pas faire la bonne prévention. Ouais, ok. Tu vas trop ramener toujours à ton vécu, Mhm. alors que si t'es passé à autre chose et que t'es au clair avec le geste que t'as fait, que tu ne... Moi, je dis souvent dans des interviews, et c'est assez mal vu d'ailleurs, en fait, je regrette pas ce que j'ai fait. Mhm. Je regrette pas parce qu'aujourd'hui, ça m'a donné cette impulsion de faire de la prévention. Finalement, Ok. ça m'a appris beaucoup de choses, en fait, ce geste. Ouais. Je regrette pas d'avoir survécu. Je regrette pas d'être en vie. Mhm. C'est vrai que je regrette le fait d'avoir eu ce genre de pensée et d'avoir eu euh, de l'avoir finalement fait, d'avoir Ouais. concrétisé Ouais. mes pensées, mais je regrette absolument pas ce qui m'est arrivé. Moi, c'est une Mhm. chose qui m'est arrivée, c'est horrible, mais clairement horrible, mais ça, je le vois aujourd'hui d'une manière très positive. Ça m'a beaucoup appris, et c'est un peu mal vu parce que il y a des personnes qui peuvent penser que si je regrette pas, c'est que je minimise le geste. Mhm. Que genre, ah, je regrette pas, donc j'ai aucun scrupule, je serais capable de le refaire. C'est pas du tout ça. C'est que je regrette pas parce qu'aujourd'hui, il m'arrive des belles choses. Peut-être que sans ça, ça me serait pas arrivé. Ouais. Et il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont fait des tentatives de suicide qui ont le même discours que moi. Qui disent, voilà, il y a un avant et un après. Moi, je ressens pas cet Mhm. avant-après, par contre. Mais je sens par contre que ça m'a donné l'impulsion de me battre et Mhm. de demander de l'aide. Et ça, c'est juste énorme. Ouais, puis c'est pas étonnant, en fait, c'est les... Enfin, j'ai l'impression que c'est ces grandes souffrances que tu traverses, si tu arrives à t'en relever, tu les regrettes pas parce que c'est ce qui... Enfin, ça te permet de faire des choses ou de mettre en place des trucs dans ta vie qui Ouais, font qu'en fait, sur le long terme, t'es mieux. c'est ça. C'est clairement ça. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a appris, cette activité de prévention que tu as depuis un moment maintenant? C'est quoi un enseignement que tu pourrais tirer de ça pour toi-même ou Pour moi-même, c'est Mhm. l'appel à l'aide, déjà. Ça m'a vraiment permis de savoir parler, en fait, quand ça allait pas. Ouais. Demander de l'aide, mais en fait, demander de l'aide, ça peut être très simple. C'est par exemple écrire un mail à ma psy, lui dire aujourd'hui ça va pas trop. Est-ce que vous pouvez Mhm. m'appeler en fin de journée, par exemple? Ouais, C'est bête. Ou les petits gestes, ouais. d'aller vers son copain et dire bon, aujourd'hui ça va pas trop. Il peut pas m'aider, Mhm. mais
Je lui dis que ça va pas, puis après il me prend dans ses bras. Puis Mhm. ça suffit. Ouais. C'est un soutien, ça suffit. Mhm. Ça fait... Ouais. Et ça m'a aussi appris à être très empathe avec les gens. Je les écoute. Je suis très... J'ai développé une forte intuition aussi. Si Mhm. quelqu'un va pas bien, ça va me trigger. Enfin, ça va pas me trigger, mais ça va me faire tilt en mode creuse le sujet Ouais. du suicide. Si je vois une personne en dépression qui s'isole de plus en plus, je vais aller parler à la personne, si c'est un ami, hein, si c'est une amie à moi, je vais lui dire écoute, je te sens pas très très en forme en ce moment. Est-ce que tu penses au suicide? Parce que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup beaucoup de jeunes. Le Ouais. suicide est la cause principale de mortalité chez les jeunes. Ça peut arriver que tu aies ce genre de pensée dans un épisode dépressif. Est-ce que c'est ton cas? Va me répondre oui ou non. Ça me rend très vigilante en fait, Ouais. faire cette prévention. C'est-à-dire que maintenant, quand je vois vraiment une personne en détresse, je vais poser la question. Pourquoi? Parce que les gens qui ont des pensées suicidaires, ils n'en parlent pas. Mhm. Ils ont honte d'en parler ou peur. Ou des fois les deux. Mais si quelqu'un vient te poser la question, est-ce que tu as des pensées suicidaires? Ça ouvre un dialogue. Mhm. La personne va peut-être pas s'ouvrir tout de suite, ou va peut-être pas s'ouvrir à toi, mais elle va peut-être s'ouvrir à son psy. Ah, j'ai des idées suicidaires. Ouais, ok. En fait, c'est très important si tu es face à une personne en détresse de toujours aborder la question des idées suicidaires. C'est pas incitatif. Au contraire, ça aide la personne, ça peut l'aider à se confier. La D'accord. personne, elle peut après être ah oui, c'est vrai, t'as raison, des fois je pense au suicide. Puis après, je vais discuter avec elle, je vais lui communiquer les ressources. Et si vraiment elle est dans l'urgence, bah, je vais peut-être même lui proposer de l'accompagner aux urgences. C'est très très important ça. Ouais, intéressant. Ouais. Donc en fait, ouais, que le fait d'en parler et de vraiment mentionner le truc, c'est plutôt une bonne idée en fait. Ouais, Ouais. mais les gens, ils croient que ça fait l'effet inverse. Mhm. Parce que le sujet est tabou, il faut pas en parler. Ou si je parle si je parle du suicide, je vais lui donner des idées. Mhm. Non, pas du tout. Dès le moment où tu n'évoques pas un moyen, une méthode, tu Ouais. donneras pas d'idées. C'est ça qu'il faut vraiment garder sous silence, quoi. Voilà. Mhm. Si la personne, elle veut pas se confier, qu'elle a en effet des idées suicidaires, mais qu'elle veut pas en parler, ne pas la forcer. Tu lui dis simplement, ok, j'entends. Si jamais tu viendrais avoir ce genre d'idée ou que tu souhaites en parler, bah je suis là. Tu m'écris, et puis il y a toujours des ressources à ta disposition. Moi, Mhm. je me promène toujours avec une fiche de ressources que j'ai reçue de l'association Stop Suicide. Mhm. Si je suis confrontée à la situation, je donne la fiche à la personne, puis c'est un espèce de dépliant où d'un côté, elle a des petites phrases très gentilles comme je tiens à toi, tu as de la Mhm. valeur. C'est très très bien fait ce truc. Je le montrerai après si je l'ai sur moi, parce que j'en ai donné pas mal. Non, mais ouais, c'est très important de faire le geste de communiquer les ressources à la personne. Mhm. Ça, c'est hyper important. Et même si tu peux pas empêcher le passage à l'acte, c'est pas possible. Parce que la personne... Il y a des gens, ça va les aider, et puis en effet, ils vont pas passer à l'acte, et entre guillemets, tu leur sauves la vie. Mhm. Mais il y a des gens, malheureusement, qui vont quand même passer à l'acte. Et Ouais. dans ce moment-là, très très important de pas rentrer dans le schéma de culpabilité. Et vraiment de te dire, ok, j'ai fait au max en fait. Mhm. C'est horrible, elle est passée à l'acte. Peut-être qu'indirectement, elle voulait pas s'en sortir. Et si quelqu'un veut pas s'en sortir, tu peux rien faire. Mais Ok. toi, t'as fait ton max en termes de prévention. Mhm. T'as communiqué les ressources. Ouais. T'as plus rien à te reprocher après. Mhm. Et est-ce que t'as le... Est-ce que tu ressens vraiment le bien que ça peut faire aux gens de suivre ta page, de recevoir ton contenu? Est-ce que tu reçois beaucoup de feedback en fait? Ouais, ouais, vraiment, ouais. Ouais. Après, je reçois aussi beaucoup de messages négatifs. Hein, c'est dans les deux sens. Mais j'ai beaucoup de merci d'en parler. Ouais. J'ai aussi des ah, je connaissais pas le 3114. C'est le numéro du suicide en France. J'ai beaucoup de Ok. Français. En fait, j'ai beaucoup plus de Français qui me suivent. Ouais. Du coup, je dois beaucoup, des fois, me renseigner sur toutes les données dans la France. Ouais, C'est un peu difficile parce que je suis Mhm. pas dans le pays, donc du coup, j'ai un peu de la peine des fois. bien sûr. Mais typiquement, l'autre jour, une fille, ah, je connaissais pas le 3114. Merci d'avoir Ok. communiqué. Ouais. C'est tout bête. Ou bien, ah, moi, l'autre jour, j'ai appelé le 147. Ils Mhm. étaient super sympas avec moi. Je te remercie. Des trucs comme ça. Ou merci d'en parler. Parce que ma fille, l'autre jour, j'ai eu sur TikTok, parce que je fais aussi des vidéos TikTok, Mhm. une femme d'une 50aine d'années, je crois.
Elle m'a écrit merci beaucoup d'en parler. Ma fille de 15 ans s'est donné la mort. Et je me sens très seule face à ça. Et c'est important d'en parler. Ça m'a Ouais. tellement fait du bien. Mhm. Je me suis dit, elle a dû se sentir rassurée en regardant mon post. Parce que dans ce post-là, je parlais de la culpabilité liée aux proches. Ouais. Après un suicide ou une tentative de suicide. Puis je pense qu'elle s'est sentie rassurée parce qu'elle s'est dit, mais en fait, c'est pas ma faute. J'ai rien pu faire. Si t'as une personne qui veut pas s'en sortir de manière générale, Mhm. t'as beau lui donner les meilleurs psys du monde, les meilleurs médecins, ça marchera pas. Et si elle veut pas s'en sortir, elle s'en sortira pas. Mhm. C'est comme ça. Il n'y a pas à culpabiliser. Ok. Et, du coup, tu arrives à faire le tri aussi entre les messages positifs qui te font du bien et les messages négatifs. Comment tu fais ça? Est-ce que tu les ignores simplement? Est-ce que c'est un truc que tu te dis, c'est les réseaux sociaux, c'est normal de recevoir de la haine ou de recevoir... Alors ça dépend du message. Les messages Ouais. d'insultes, franchement, je les lis, mais je les supprime direct. Mhm. Parce que je veux pas donner du crédit à ce genre de personnes. Ouais. Je veux pas répondre comme ça, je veux pas me justifier. Donc je supprime. Par contre, il y a des messages négatifs, mais plutôt constructifs. Par exemple, une personne qui est venue me dire ah, mais moi j'ai appelé le 147 et puis on m'a envoyé chier, ça s'est très mal passé. C'est un message négatif, Ouais. mais constructif. À Mhm. ça, je réponds. Et j'ai répondu à cette personne je comprends, je suis vraiment désolée que tu aies vécu ça. Des fois, on tombe pas sur des bons professionnels de santé. Des fois, il faut Mhm. essayer plusieurs fois avant de tomber sur une bonne personne. Ouais. Comme avec un médecin, un Voilà. psy. Ouais. C'est ce que je dis toujours. Et puis, je Mhm. dis, bah, n'hésite pas à rappeler. Et un jour, tu tomberas sur quelqu'un de formidable. Mais ne t'inquiète pas, c'est normal. Mhm. Les professionnels de santé sont pas tous compétents. Il y a des très mauvais, il y a des très bons aussi. Voilà, à ça, je réponds. Je réponds à la personne, mais quand c'est des insultes ou ah, ça sert à rien de faire de la prévention, gna 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 gna, des trucs comme ça, là, Ouais. non, je donne pas du crédit. Je donne seulement du crédit dès que le message est construit Mhm. et que finalement, je ressens le besoin de me justifier en fonction Mhm. de la situation. Ouais. Ouais, puis ça peut te permettre, j'imagine, si c'est constructif, du coup aussi d'améliorer ce que tu fais ou même de thématiser un peu les Des remarques fois, que tu j'ai des messages reçois. constructifs de personnes peut-être qui me disent ah, mais ça, t'aurais pas dû dire ça comme ça. Ouais. Des fois, je peux être un peu maladroite dans ma communication, puis en effet, je dois faire un peu plus attention. Ouais. J'ai dit récemment dans un interview, non, je ne regrette pas mon geste. Mhm. En fait, j'aurais pas dû le dire comme ça. J'aurais dû dire, je regrette pas ce qui m'est arrivé. Je Mhm. regrette pas d'avoir survécu. Ouais, Parce que ok. je regrette pas mon geste, c'est un côté négatif Mhm. qui montre, ouais, elle minimise en fait. Elle banalise le sujet. Ouais. Et donc, je regrette pas, j'ai aucun scrupule à le refaire. Alors Mhm. qu'en fait, non, je regrette juste pas ce qui m'est arrivé. Je regrette pas de ne pas avoir abouti, en fait. Ouais. Donc, c'est Ouais. assez riche en termes de remise en question, du coup. Très, très riche. Mais Ouais. des fois, ça m'énerve un petit peu. Enfin, non, ça m'énerve pas, mais je m'énerve un petit peu après contre moi-même. Je me dis, oh, Sonia, fais attention. Non, je suis très spontanée Ouais. quand je parle. Et puis ça, c'est dans ma vie privée aussi. C'est pour Mhm. ça que j'ai beaucoup, des fois, des conflits avec les médecins. Ouais. Parce que je suis pas d'accord, je le dis. C'est ma manière à moi d'exprimer ce que je ressens. C'est ma personnalité, je suis comme ça. Hein. Mhm. On peut pas changer les gens. Mais ouais, non, des fois, ça me permet de me remettre en question. Quand je fais des posts, des fois, on peut me dire, fais attention, tu aurais peut-être pas dû écrire ça comme ça. Ouais. Voilà. Mais Mhm. j'ai toujours vraiment une très, très grande... un très, très grand recul hein, quand je parle du suicide. Et Mhm. surtout, ça, c'est hyper important. Ne jamais, mais ne jamais mentionner les moyens, les ressources. Ouais. Si tu commences à... On voit hein, souvent, des fois, dans des témoignages de personnes qui racontent vraiment ce qu'ils ont fait. Ouais. Je suis un peu contre dans les détails. Mhm. Je suis un petit peu contre parce que pour moi, le détail n'est pas très important en soi. C'est plutôt la manière dont la personne s'est relevée et ce qui s'est passé avant et Mhm. après. Le pendant, j'accorde pas beaucoup d'importance. Je vais pas forcément aller raconter comment je l'ai fait et qu'est-ce qui m'est arrivé à l'hôpital et ci et ça. Moi, je trouve ça pas vraiment... c'est pas important en fait. Ouais. Mais les journalistes, des fois, ils ont ce truc de parler vraiment des détails. Et si tel devait être le cas, il faut rester vraiment le plus évasif possible. Mhm. Ne Ok. pas dire, par exemple, euh, elle est décédée en sautant d'une hauteur. Ouais. Ne pas mentionner le nombre de mètres, par exemple. Ok. Par Mhm. exemple. Ou elle est décédée d'une intoxication. Une intoxication à quoi?
Ouais. Ne pas le mettre. Restez vraiment très évasif. Ok. Ça, c'est vraiment important. Ouais. J'ai une dernière question sur cette thématique-là. Comment est-ce que tu vois, pour toi, comment est-ce que tu vois l'avenir maintenant par rapport à ça, par rapport à la crise suicidaire, par rapport à tes problèmes de santé mentale? Comment Par, tu te sens par rapport à moi ou mon activité de prévention de manière générale? par rapport à toi? Moi, Ouais. je le vois très positif. Je pense que je vais traverser d'autres périodes de crise suicidaire, Mhm. mais je pense pas que j'irai au bout du geste. Hmm. Ok. Non, je pense pas. J'ai envie de vivre en fait. J'ai pas envie de me donner la mort. La Mhm. mort, elle viendra quand elle viendra, ça viendra naturellement. Je sais pas quand ça viendra. Personne ne sait d'ailleurs, hein, c'est sûr. Mais non, je veux vivre, profiter de la vie sans Mm. trop me poser la question. Mais je veux pas me. Je vois l'avenir positif pour cette thématique en ce qui me concerne. Trop bien. Et vu que tu l'as mentionné, comment tu vois l'avenir par rapport à la prévention de manière générale et à ton activité? La prévention, on en fait de plus en plus et je pense que c'est quelque chose qui va grandir. Mm. Il y a déjà la prévention dans les écoles. Ça se fait je crois, à Neuchâtel avec l'association Stop Suicide, on le fait. C'est hyper chouette. J'aimerais vraiment que ça se fasse encore plus. Ouais. Mais pour ça, bah voilà, ça demande des ressources à disposition, Mhm. des ressources en personnel. Il n'y a pas toujours la disponibilité, malheureusement. Mhm. La prévention, on ne peut pas non plus faire de la prévention en masse parce qu'on n'a pas forcément les moyens de le faire. Mais ça se fait quand même de plus en plus. Donc, d'un point de vue de la prévention, je vois de manière positive. De toute façon, ça fait, voilà, typiquement, comme je l'ai dit au début, il y a 10 ans, on ne parlait pas de santé mentale sur les réseaux. Ouais. Maintenant, on en parle et de plus en plus, on en parle. Mhm. Des comptes de prévention suicide, il y en a de plus en plus. Bah, il y a les comptes des assos. Moi, je me suis mise aussi à faire ça. Il y a d'autres personnes sur les réseaux qui ont commencé à en parler. Je pense que ça va grandir. Des fois, il suffit d'une, deux personnes qui parlent pour qu'il y ait un effet après Mhm. de masse, un effet de contagion, mais positif cette fois. Mhm. Je vois l'avenir positif en termes de prévention. Le problème aussi, c'est l'accès aux soins. Mhm. On a un bon accès aux soins en Suisse. Le problème, c'est que il y a beaucoup, c'est beaucoup lié pour des points de vue financiers. L'assurance maladie, c'est cher. Mhm. Si tu mets la franchise à 300 francs, tu payes 500 balles de prime déjà. Ouais, c'est sûr. Et tu vois, 300 francs, on peut pas tous se le permettre. Et aller Ouais. consulter un psy, bah, c'est vite cher. C'est Mhm. plus 100 francs la séance. Et si tu as une franchise à 1000 francs, tu dois mettre 1000 francs. Tu dois les sortir, les 1000 Ouais. francs. Des personnes dans des situations précaires qui n'ont pas cet accès, malheureusement, aux soins. Je dirais que le problème, il est plutôt là. Mhm. Aujourd'hui, c'est vraiment en lien avec voilà, le système d'assurance maladie n'est pas optimal, je trouve, en Suisse. Sans déconner, ouais. Voilà. Ouais. Donc l'accès aux prestations qui te permettent de rester en vie en fait. Ouais. Et de te tenir à flot quoi. C'est ça. J'ai une dernière. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu as envie de dire en fait d'abord par rapport à tout ça? Oh, faut me laisser réfléchir. Euh, Je pense vraiment avoir fait le tour de la question. Ok, Ouais. magnifique. Alors j'ai une toute dernière question. J'aime bien poser cette question à tous mes invités pour terminer sur une note positive. Est-ce que tu peux me dire, là aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait sourire? D'être là et de parler. Super. Bah, magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi. Prête-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Il sort si possible tous les mois, selon mon rythme personnel. Les musiques d'intro et d'outro ont été enregistrées et composées par Francesco Bucciarelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Si vous souhaitez me prêter votre voix, vous pouvez me contacter via la page Instagram @prête-moi-ta-voix.podcast ou à l'adresse mail prête-moi-ta-voix.podcast@gmail.com. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres et à bientôt.